tous et à toutes. Donc, François Nicole. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue à la Société française de génie des procédés. Donc, quelques mots d'introduction pour cet événement majeur qui est la finale de notre prix de thèse SFGP. Donc, c'est la finale dont le but est de décerner le prix de la meilleure thèse en génie des procédés pour 2022. Donc, quelques mots sur notre association. Donc, la SFGP a le gros avantage, je dirais, de réunir tous les experts en génie des procédés, que ce soit à la fois du monde académique, mais aussi du monde industriel. Donc, nous avons un tour de table très riche. Je dirais que les grandes activités de la SFGP concernent évidemment le développement de cette science, donc le génie des procédés, de partager les grandes innovations de notre discipline, mais également de produire des visions. Donc, à ce titre, si vous vous rendez sur notre site web, vous trouverez nos derniers livres blancs. Donc, un premier livre blanc qui avait été fait sur le génie des procédés en France, donc académique, industriel, les grandes forces du GP, mais également un livre blanc sur l'usine du futur et les industries de procédés. Et prochainement, un troisième livre blanc qui sera dévoilé à l'occasion de notre prochain congrès à Toulouse. Donc, un livre blanc sur l'ingénierie circulaire. Parce qu'en effet, notre événement majeur reste notre congrès bisannuel qui a lieu donc tout début novembre à Toulouse, mais il est organisé par la région sud-ouest, donc par les laboratoires de Toulouse et de Montpellier. En 2024, je vous donne déjà rendez-vous à Deauville pour le congrès qui, cette fois, sera organisé par la région Nord-Île-de-France, Normandie, et tout spécialement par l'Université de Rouen. Mais aujourd'hui, en effet, on est là pour un événement de nos groupes thématiques. Donc, les groupes thématiques de la SFGP, c'est vraiment le moteur de notre association. Et il y a quelques années, nous avons créé un nouveau GT, qui est le GT Jeunes Talents, qui est animé par Sébastien Leveneur, ici présent, et dont la production majeure est d'organiser ce prix de thèse SFGP. Donc, je suis tout particulièrement heureux aujourd'hui d'ouvrir la session où nos 6 candidats vont présenter leur thèse. Mais avant toute chose, je vais laisser la parole à la société Innovo et à M. Ruiz, qui nous a fait le plaisir de sponsoriser cet événement. M. Ruiz, c'est à vous. Merci. Bonjour, Monsieur Nicole, merci. Bonjour, Martine Fuchs également. Merci à tous les participants. Donc, Anthony Ruiz, je suis le fondateur et directeur général aujourd'hui d'Inevo, donc un groupe qui est spécialisé en génie des procédés, qui a rejoint le groupe Orano, donc un groupe anciennement Areva, spécialiste du cycle de l'uranium. Inevo, c'est une structure de 50 ingénieurs procédés et docteurs, voilà, 50 docteurs et ingénieurs en génie des procédés. Voilà, j'en suis moi-même un, plutôt avec une formation de chimiste. Donc, je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous et c'est vrai que c'était un plaisir de pouvoir sponsoriser cette édition parce qu'on est très fiers en fait de la force de l'équipe de France de génie des procédés. Ce nombre vraiment grandissant d'ingénieurs sur un métier qui est finalement assez peu connu du grand public, qui pourtant mérite à être connu parce que je pense que c'est la cheville ouvrière de l'industrie propre de demain. C'est vous qui avez la capacité de faire ce qu'il faut pour que les usines de demain soient propres, soient efficaces, soient efficientes, soient présentes en France. On a besoin de vous pour que ces usines puissent être construites. Pour ça, il faut qu'elles soient rentables aussi. Et en fait, c'est ce que l'on essaye de faire chez Inevo et et comme pas mal de nos confrères, voilà, qui font pour la plupart vraiment un travail formidable également. Donc, merci de cette vitrine. On a besoin de faire beaucoup d'innovations et notamment sur l'aspect digital. Donc, pour information, Inevo investit depuis plusieurs années dans les services digitaux, c'est-à-dire tout ce qui est simulation en génie des procédés à destination de l'usine. Donc, nous pourrons informer toute élève,
tout futur ingénieur, docteur en génie des procédés qui souhaite être actif dans ces domaines, venez à nous. On est en recrutement continu. Voilà. On recrute une dizaine de docteurs et ingénieurs par an. Donc, on a besoin de cette énergie. On n'embauche pas que des experts, on embauche aussi des jeunes. Et on sera heureux de vous accueillir et de vous présenter ce qu'on fait. Donc bravo, travail énorme que vous avez fait ces 3 dernières années à tous ceux qui ont présenté des thèses et tout ce travail que vous avez effectué ces dernières années. Et on espère que cette petite manne financière permettra d'aider. On a conscience que c'est une goutte d'eau, mais on espère qu'elle donnera envie à beaucoup d'entre vous d'avancer et de faire de votre mieux. Merci à tous. Merci, Monsieur Ruiz, pour ces belles paroles. Et en effet, nous pensons sincèrement à SFGP que le génie des procédés a beaucoup de clés entre les mains pour réindustrialiser la France et développer des solutions éco-responsables. Alors, je n'ai pas indiqué tout à l'heure, je l'ai oublié, mais que le lauréat aura le plaisir de présenter sa thèse lors du congrès français de la SFGP à Toulouse, donc tout prochainement, et c'est à ce moment-là que le prix de thèse lui sera remis. Et sur ce, donc place aux jeunes, parce que c'est le GT Jeunes Talents qui organise cet événement. Donc je laisse la parole à Sébastien Leveneur. Sébastien, c'est à toi. Merci beaucoup François, merci pour cette introduction. Et donc c'est un plaisir de vous voir tous justement présents pour ce webinaire. J'aurais juste quelques mots, mais assez brefs, avant de laisser la place à Guillaume. C'est bravo à tous les lauréats et bravo aux 6 candidats qui ont été sélectionnés. Et merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je laisse la place au plus jeune d'entre nous, c'est-à-dire à Guillaume, justement, pour animer ce webinaire. Guillaume. Bonjour à tous. Vous voyez bien mon écran ? Comme l'a dit Sébastien, je m'appelle Guillaume Obsor, je suis doctorant en laboratoire de génie chimique à Toulouse. Et j'essaie d'aider Sébastien et je suis membre du GT Jeunes Talents de la SFGP. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu le chairman de cette session. Dans une première présentation très brève, je vais vous rappeler comment le prix de thèse s'est organisé cette année au sein de notre GT. Donc, on a fait un bref appel à candidature de mai à juillet 2022, donc cette année en début d'année. Cet appel à candidature a permis de sélectionner les 6 lauréats que vous voyez aujourd'hui lors de ce webinaire. Et qui aujourd'hui vont vous présenter leurs travaux de leurs 3 dernières années de thèse, et ce qui va nous permettre de désigner un lauréat à travers le vote du jury et du public. Et enfin, comme ça a été présenté précédemment, mais la remise du prix aura lieu dans le congrès SFGP 2022 à Toulouse, qui se tiendra début novembre. Pour faire un peu un état entre guillemets de l'art des candidatures qu'on a pu recevoir. On a reçu 13 candidatures venues de la France entière, avec on va dire une forte présence de la section sud-ouest, mais qui n'est pas en vain dans les autres sections de la France. Suite à ces 13 candidatures, donc comme je vous l'ai dit, en fait, on a eu une sélection par dossier qui a été effectuée par un jury composé de diverses professions, que ça aille du doctorant jusqu'au maître de conférence, tout en passant par un industriel qui est M. Kenner dans l'entreprise Michelin, ce qui nous a permis d'avoir un panorama complet et représentatif du jury. Et enfin, suite à ces 13 candidatures, 6 candidatures et 6 lauréats que vous allez voir aujourd'hui vont vous présenter leurs travaux. Et sans plus attendre, je vais vous présenter les 6 candidats qui vont exposer leurs travaux aujourd'hui. Donc, on va commencer avec Madame Schmitt. Donc, c'est Alice qui est au laboratoire de l'Institut européen des membranes à Montpellier, qui nous parlera de ses travaux sur la diffusion d'ozone. S'en suivra une présentation de M. Altamirano. Donc, Amine est au laboratoire du LOCI dans la ville du Bourget-du-Lac. S'en suivra après la présentation de M. Pina Martinez, donc Andrés au laboratoire de réaction et du génie des procédés à Nancy,
qui va nous parler des équations d'état cubique et des modèles d'ordre supérieur pour décrire le mélange fluide, donc c'est de la thermodynamique. En seconde partie, on continuera avec les travaux de M. Carrera-Guilarte au laboratoire de génie chimique. Ensuite, Mme Peria Petana, qui va nous présenter ses travaux exécutés dans le laboratoire de génie des procédés des matériaux de centrales chupériques et aussi en collaboration lors d'une thèse CIFRE avec Air Liquide. Et pour finir, une thèse du laboratoire de génie chimique en collaboration avec le CIRIMAT à Toulouse, qui a été menée par M. Navarrete Segado et qui nous présentera l'optimisation de poudre de phosphate de calcium à propriétés contrôlées pour la fabrication additive. Donc, je rappelle les règles très brièvement pour les présentations. On a 12 minutes de présentation à peu près orale et une question qui a été choisie par les candidats afin d'être équitable pour tout le monde malgré la diversité des sujets. Et s'en suivra après un vote du public pendant lequel vous aurez la parole, les auditeurs, pour élire votre prix du public. Donc, je laisse la présentation à Madame Schmid, donc à Alice. Voilà. Je change mon partage d'écran. Ouais. Et Alice, c'est à toi. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde voit mon écran. Merci Guillaume pour cette présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma thèse qui concernait la diffusion d'ozone par contact intermembranaire pour l'élimination de micropolluants. Elle a été réalisée à l'Institut européen des membranes à Montpellier sous la direction de Julie Mandré et Stéphane Brosillon. Donc pour commencer, vous avez tous déjà sûrement entendu parler des micropolluants. Il s'agit de composés indésirables présents dans l'environnement à de très faibles concentrations, de l'ordre du nanogramme au microgramme par litre, d'où leur nom, et qui, même à ces concentrations, peuvent être nocifs pour l'homme et l'environnement. Et initialement, les stations d'épuration n'ont pas été conçues pour traiter ce type de polluants, donc elles sont relativement inefficaces sur eux, et elles vont avoir besoin d'être améliorées, par exemple avec l'ajout de traitements tertiaires. Et ces dernières années, plusieurs traitements se sont révélés efficaces contre les micropolluants, notamment l'absorption sur charbon actif, la filtration membranaire ou encore l'ozonation, dont je vais vous parler aujourd'hui. L'ozonation a pour principal avantage de permettre la dégradation très rapide des composés organiques, pouvant potentiellement aller jusqu'à leur minéralisation, mais a pour inconvénient, durant les différentes réactions d'oxydation qui ont lieu, de produire des sous-produits potentiellement plus toxiques que les produits initialement traités. C'est le cas, par exemple, avec la production de bromates, dont on va reparler par la suite. L'ozone agit sur les micropolluants de deux manières différentes, soit sous forme moléculaire, par voie donc directe, soit en se décomposant tout d'abord en radicaux hydroxyles, et ce sont ces radicaux qui ont un pouvoir oxydant encore plus puissant que l'ozone moléculaire, qui vont eux aussi pouvoir venir oxyder une très large gamme de micropolluants. Et l'ozone qui n'aura pas réagi est appelée ozone résiduelle. Le problème, c'est que cette ozone est disponible pour réagir avec les autres composés qui sont présents dans l'eau, notamment lorsqu'il y en a avec les bromures, et ce qui va mener à la formation de bromates. Les bromates, ce sont des composés classés probablement cancérigènes et à ce titre régulés dans les eaux potables, avec une limite maximale à 10 microgrammes par litre. Donc, pour pallier ce problème, dans une publication qui a été publiée en 2017, Tony Merle et ses collègues ont fait l'hypothèse qu'en utilisant un contacteur membranaire plutôt qu'un réacteur traditionnel de type chambre d'ozonation ou réacteur à bulles, lors d'un procédé d'ozonation bien sûr, on pouvait mieux gérer le transfert de l'ozone de la phase gaz à la phase liquide et donc limiter l'ozone résiduelle et donc limiter la formation des bromates. Vous pouvez voir ici le schéma d'un contacteur membranaire avec le liquide qui passe à l'extérieur des fibres dans l'enveloppe et le gaz à contre-courant dans les fibres pour éviter le colmatage notamment. Et si on zoome au niveau de cette membrane, le transfert de l'ozone a lieu de la phase gaz vers la phase liquide par diffusion grâce au gradient de concentration qu'il existe entre les deux phases. Et on va observer justement au niveau de cette membrane un profil de concentration qui est dû à la présence de plusieurs résistances au transfert qui vont être des résistances en série, donc situées côté gaz, dans la membrane et côté liquide. Donc, l'objectif de mes travaux, ça a été d'évaluer l'efficacité des contacteurs membranaires
à la place des réacteurs conventionnels en sortie de station d'épuration pour la dégradation de micropolluants organiques réfractaires au traitement classique. Le travail s'est divisé en 3 parties. Une première partie était sur l'évaluation du procédé, sur son efficacité sur la dégradation de micropolluants organiques d'origine pharmaceutique. Une deuxième qui consistait à comparer la production de bromates lors de l'ozonation avec un contacteur membranaire et avec un réacteur à bulles. Et une dernière qui consistait à modéliser le procédé, tout d'abord pour créer un outil de compréhension des phénomènes locaux qui avaient lieu dans le contacteur. L'idée, c'était de rentrer dans la boîte noire que constituait le contacteur. Et à plus long terme, on pourrait imaginer l'utiliser donc pour de l'optimisation. Donc, je vais maintenant passer au matériel et méthodes utilisés pendant ces travaux. Vous pouvez voir ici la photo du contacteur membranaire qui a été utilisé pendant la thèse, qui était constitué de 65 fibres creuses en polytétrafluoroéthylène. C'est un matériau qui est plutôt résistant à l'oxydation. Et ce contacteur provenait de l'entreprise toulousaine Polymem. Il était installé sur le pilote d'ozonation dont vous pouvez voir un schéma ici, qui était constitué d'un circuit pour le liquide, que vous voyez là, avec le liquide, donc je le rappelle, qui circulait à l'extérieur des fibres, et d'un circuit pour le gaz. On avait de l'ozone qui était produit à partir d'un générateur d'ozone et d'oxygène pur. 2 débitmètres a servi à un logiciel qui permettait de réguler la proportion entre l'oxygène et l'ozone pour avoir la concentration en ozone dans le gaz qu'on souhaitait. Et un analyseur d'ozone permettait de connaître cette concentration soit en amont, soit en aval du contacteur. On a travaillé sur une matrice réelle qui était l'eau de la sortie de la station d'épuration de la Grande Motte, juste à côté de Montpellier, et dont vous pouvez voir les caractéristiques dans ces tableaux. On constate notamment la présence de bromure, donc potentiellement après ozonation de bromates. On s'est focalisé sur 2 micropolluants, qui étaient 2 produits pharmaceutiques, la carbamazépine et le sulfaméthoxazole. Les produits pharmaceutiques ont une très forte occurrence dans les eaux de sortie de stations d'épuration, mais également les eaux de surface du monde entier. Ceux-ci étaient particulièrement réactifs à l'ozone et étaient analysés in situ au laboratoire par LCMS. Donc, passons maintenant aux résultats obtenus. Tout d'abord, sur la dégradation des 2 micropolluants ciblés. Pour cela, on a réalisé des essais en dopant notre matrice avec 2 mg par litre de chacun des micropolluants pour s'affranchir des limites de détection et de quantification de l'appareil d'analyse qu'on utilisait. On a fixé un débit liquide et un débit de gaz et on a fait varier la concentration en ozone dans le gaz. On obtient, comme vous pouvez le voir ici, l'abattement suivant pour les 2 micropolluants en fonction de la concentration en ozone appliquée. On constate dans un premier temps que plus la concentration appliquée est importante, plus l'abattement obtenu est important. Ce qui est logique, puisqu'on va accentuer le gradient de concentration, donc on va avoir un impact positif direct sur le transfert de l'ozone. Le deuxième constat que l'on peut faire, c'est qu'on obtient plus de 50% d'abattement pour les 2 micropolluants, malgré un temps de séjour dans le contacteur qui est très court, puisqu'il est de moins de 3 secondes. Pour donner un ordre d'idée, dans les procédés conventionnels, on atteint des pourcentages plus importants d'abattement, mais par contre, on les atteint en environ 15-20 minutes. Simultanément, pendant ces essais, on n'a pas détecté de bromates ni d'évolution de la concentration en bromure, malgré donc une dégradation des micropolluants. Donc, cela nous prouve bien qu'on peut avoir un effet sur les micropolluants sans pour autant produire de bromates, ce qui est possible lorsqu'on conserve un temps de séjour court, ce qui est possible donc quand on utilise un contacteur membranaire par rapport à d'autres procédés d'ozonation. Et ça s'explique tout simplement par le fait que les différents mécanismes de dégradation des micropolluants sont plus rapides, en tout cas pour ces micropolluants, que les mécanismes qui interviennent lors de la formation des bromates, qui eux sont plutôt complexes. Passons maintenant aux résultats obtenus sur la formation des bromates. Pour cela, on a cette fois-ci dopé notre matrice avec 3 mg par litre de bromure, toujours pour s'affranchir des limites de détection et de quantification, et avec 2 mg par litre de PCBA. Les PCBA, on les ajoute comme molécules sondes représentatives de la quantité de radicaux hydroxyles qui sont formés.
ils ont en fait une constante de réaction avec les radicaux très élevés et avec l'ozone moléculaire très faible. Et on a donc réalisé des essais, que ce soit avec un réacteur à bulles ou avec le contacteur, dans les mêmes conditions d'ozonation. Attention, pour le contacteur, on a mis le liquide en circuit fermé pour avoir un temps de séjour au total comparable avec celui de notre réacteur à bulles. On a obtenu la concentration en bromate suivante en fonction de l'abattement des PCBA pour les 2 réacteurs testés. Et on constate que pour un même abattement de PCBA, donc une même quantité de radicaux produites, on produit moins de bromate avec le contacteur membranaire qu'avec le réacteur à bulles. Donc, point positif pour le contacteur. Passons à la dernière partie de ces travaux qui était au sujet donc, de la modélisation du procédé. Pour cela, dans un premier temps, le modèle numérique a été élaboré par Cyril Chevarin et Denis Bouillet de l'Institut européen des membranes. Ensuite, on a validé ce modèle grâce à des essais expérimentaux réalisés sur un contacteur monofibre qui avait été fabriqué spécifiquement dans cet objectif au laboratoire. Et enfin, on a pu se servir du modèle créé pour réaliser différentes simulations. Donc, pour créer ce modèle, on s'est servi du logiciel de modélisation numérique COMSOL Multiphysique, qui permet notamment de coupler les phénomènes liés à l'écoulement, liés aux phénomènes réactionnels et liés au transfert. Et on a créé un modèle en 3 dimensions pour prendre en compte l'impact de la géométrie réelle de notre contacteur sur l'écoulement et donc sur le transfert. Vous pouvez voir ici un exemple de simulation obtenue grâce à ce modèle, qui est celle de la vitesse locale dans le contacteur multifibre. On constate notamment au niveau des parois la présence de 2 courts-circuits, donc de 2 zones où la vitesse est beaucoup plus élevée, donc ne va pas forcément permettre un bon traitement, une bonne diffusion de l'ozone et un bon traitement des polluants. Pour pallier ce problème, on pourrait imaginer positionner des chicanes le long des parois du contacteur, comme cela peut déjà être fait en fait, au niveau industriel dans d'autres applications qui utilisent des contacteurs membranaires. Donc, pour conclure sur ces travaux, on a constaté que le procédé était efficace sur les 2 micropolluants ciblés malgré des temps de séjour très courts, que justement en conservant un temps de séjour court, il pourrait permettre de minimiser la formation de bromate par rapport au procédé conventionnel et qu'on pourrait améliorer la diffusion et donc l'efficacité de traitement sur les micropolluants en ajoutant par exemple des chicanes au niveau des parois. Concernant les perspectives et les verrous restants suite à ces travaux, ils sont encore relativement importants, puisque notamment au niveau du matériau membranaire, comme vous pouvez le voir sur les photos ici, prises au microscope électronique à balayage, à gauche avant ozonation et à droite après une quarantaine d'heures d'ozone appliquée, donc il s'agit de la surface extérieure des fibres PTFE, on constate une très grande dégradation du matériau avec la formation d'une croûte et l'élargissement des pores de la membrane. Donc, cela montre qu'en fait, le matériau choisi n'était pas assez résistant à l'oxydation, alors que d'après la littérature, c'était le matériau polymère le plus résistant. Et cela nous laisse penser qu'il faudrait plutôt donc se tourner vers un matériau céramique qui, lui, est résistant complètement à l'oxydation. Le problème, c'est que si on veut garder la compacité du procédé, et donc la géométrie fibre creuse, pour l'instant, au niveau commercial, elles ne sont pas forcément encore disponibles, ces fameuses fibres creuses en céramique. Donc, il y a encore un gros travail au niveau du matériau à faire. Et pour finir, au niveau de la modélisation, il reste un verrou à faire en prenant en compte la matrice réelle, puisqu'elle a un impact sur l'efficacité du procédé. Et pour l'instant, le modèle a été créé en imaginant de l'eau pure. Et seulement une fois qu'on aura réussi à prendre en compte cette matrice et à trouver un matériau adéquat, on pourra imaginer se servir du procédé du modèle pour optimiser que ce soit le design du contacteur ou les paramètres du procédé et envisager de passer à l'échelle supérieure. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je tiens à remercier tous les membres du laboratoire qui ont aidé puisqu'il s'agit quand même, comme tout travaux de thèse, avant tout d'un travail d'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice, pour ta présentation. Une question avant de laisser la main à ton collègue. Quels sont les intérêts et les possibles conséquences de ta recherche pour la société? Eh bien,
ça serait un procédé qui serait particulièrement adéquat dans le cadre de la réutilisation des eaux usées traitées, comme on a beaucoup entendu parler, notamment cet été, parce qu'en France, il y a eu des restrictions d'eau. Donc, cela s'est révélé être une source possible d'eau. Donc, le principe de la réutilisation, ça serait qu'au lieu de, après avoir traité en station d'épuration l'eau et de la rejeter vers le milieu récepteur, on pourrait la réutiliser directement vers un usage adéquat, moyennant l'ajout d'un traitement en fonction de l'usage. Et comme je vous l'ai expliqué, ici, ça permettrait de traiter une très large gamme de micropolluants, donc d'éviter leur accumulation, tout simplement, surtout si on utilise de l'eau en circuit fermé. Et en parallèle, ça permet d'éviter la production de sous-produits par rapport à d'autres procédés d'ozonation, donc sans aller sur de l'eau potable, on va dire, à boire, pour d'autres usages, comme de l'arrosage, par exemple, ça pourrait être particulièrement adéquat. Voilà. Merci beaucoup. On passe la parole à Amine du LOCI, qui va nous présenter ses travaux de doctorat concernant le développement d'un nouveau concept de refroidisseur à absorption compacte et à bas coût, et plus particulièrement l'application au cas du rafraîchissement solaire pour des climats chauds. Tu as la parole, Amine. Alors là, on voit ton écran. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez? Normalement, là, ça doit être bon. Parfait. Oui, génial. Merci beaucoup, Guillaume. Et bonjour à tout le monde qui est présent dans cette séance. Je m'appelle Amine Altamirano et je suis ravi d'avoir l'opportunité de vous présenter mon travail de thèse préparé au sein du laboratoire LOCI et dirigé par les professeurs Benoît Stutz et Noël Lepérez. Donc, pour rentrer un petit peu plus en confiance, voici moi, mais un peu plus beau. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur mécatronique avec la mention honorifique et en modalité internationale de la meilleure école privée au Mexique grâce à une bourse d'excellence à l'excellence académique. J'ai également obtenu un diplôme et un master scientifique en France grâce à un échange de double diplôme et avec une bourse d'excellence IFEL. Qui m'a été attribué par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ensuite, mon travail de thèse, donc, que je détaillerai après, m'a permis d'obtenir les grades de docteur de l'Université Savoie-Mont-Blanc avec un financement du secrétariat de l'énergie mexicain et une formation de l'Union Energy PhD School. En tant que professionnel, je suis passionné donc par le développement des technologies vertes pour le confort thermique des personnes et la transmission des connaissances. Et c'est dans ces cadres donc, que mon travail s'est effectué. Donc, le contexte actuel des crises énergétiques mondiales a servi à mettre en évidence le problème de l'augmentation de la consommation énergétique mondiale, notre dépendance aux combustibles fossiles et l'urgence de diversifier nos sources avec l'utilisation des sources d'énergie renouvelables telles que le solaire, la biomasse, la géothermie ou encore des énergies industrielles. Un autre problème en lien et d'actualité, c'est le réchauffement climatique. Dans un monde de plus en plus chaud, où l'augmentation de la demande de climatisation dans les bâtiments génère une charge inquiétante sur les réseaux électriques, imaginez-vous une machine qui s'en sert de la chaleur du soleil en été pour en faire du froid. Et ce n'est pas de la magie ni un conte de fées. Ces machines existent bien actuellement et elles s'appellent des machines à absorption. Le problème, c'est qu'elles ressemblent dans la plupart des cas à ça. Et oui, elles sont plutôt encombrantes et chères du fait de ces composants complexes qui sont fabriqués sur mesure à l'heure actuelle. Dans ces contextes, ensemble avec son cadre de thèse, nous avons construit ces projets de thèse avec l'objectif de développer une nouvelle génération de refroidisseurs à absorption compacts et à bas coût pour une application dans les bâtiments résidentiels dans des zones à haute irradiation solaire du monde, comme le Mexique. Ceci comme une solution économiquement intéressante avec un impact positif sur l'environnement. Pour cela,
nous avons proposé d'aborder différents aspects tels que les fluides de travail, la technologie des échangeurs, l'architecture de la machine, la source de dissipation intermédiaire et la méthode de fabrication. Ce projet a été retenu par le Secrétariat à l'énergie du Mexique pour financer mes 3 années de thèse. Les composants les plus coûteux des machines à absorption, ce sont des échangeurs complexes qui effectuent des transferts couplés des chaleurs et des masses et qui sont basés sur une technologie qui date des débuts des années 1900. Dans les cadres de ma thèse, on propose de diviser ces échanges en 2 composants séparés. Des échangeurs à plaques du commerce pour le transfert des chaleurs et un composant imprimé en 3D, breveté par nous, pour le transfert des masses. L'intégration de ces éléments nous a permis de proposer une nouvelle géométrie compacte, pas chère et performante. J'ai donc caractérisé l'échangeur des masses sur un mode de fonctionnement grâce à un banc que j'ai conçu et monté au laboratoire. Je peux également simuler la géométrie proposée pour analyser son comportement dans une maison individuelle et dans les conditions climatiques réelles du nord du Mexique, donc un modèle en stationnaire et un modèle dynamique également. Je fais la première caractérisation d'un prototype pré-industriel avec la méthode des efficacités pour caractériser les échangeurs d'absorption développés au laboratoire aussi. Et en parallèle de mon sujet de thèse, j'ai veillé en ouverture internationale. Tout d'abord, donc j'ai postulé pour entrer dans les programmes très sélectifs InnoEnergy PhD School de l'Institut européen d'innovation et de technologie, ce qui m'a permis de financer ma formation dans les meilleures universités d'Europe et une mobilité de 4 mois en Espagne, qui a permis de valider la méthode des efficacités, qui a été développée au laboratoire d'Aussi. Lors de l'école internationale d'été sur les énergies renouvelables, j'ai gagné le concours en meilleur projet innovant avec une proposition basée sur les machines à absorption. Finalement, donc j'ai collaboré avec des experts internationaux sur d'autres projets comme les projets Interreg Pascade ou la création de la tâche 65 de l'Agence internationale de l'énergie, pour laquelle j'ai impulsé notre rattachement en tant qu'unité de recherche. Donc, toutes ces expériences m'ont enrichi énormément en tant que personne, mais elles servent aussi à faire rayonner la recherche française à l'international. D'ailleurs, une autre façon de faire cela, c'est par les biais de publications. Dans le cadre de ma thèse, donc j'ai tenu à la valorisation de ma recherche à travers d'un brevet, des articles des journaux scientifiques et des conférences internationales et nationales. De plus, grâce au Challenge Auto Labs de la Satlinxium, j'ai pu financer la protection de la propriété intellectuelle de ma recherche et une première étude de marché. Par la suite, donc, je montais le projet d'évaluation Confter, qui a été financé par la Satlinxium pour une étape de maturation et qui est toujours en cours pour valider les concepts proposés pendant ma thèse. D'ailleurs, je suis ravi de vous partager que ce projet a été l'un des 43 lauréats en France du concours à l'innovation ePhD de BPI France en 2021. Mon travail de thèse a été reconnu par les prix de thèse de l'Université Savoie-Mont-Blanc et par les prix de thèse du Comité de développement du génie des procédés en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui me sera officiellement restitué le 24 novembre lors de la journée scientifique du cours de GEPRA. Et quant à moi, depuis septembre 2021, donc je m'épanouis dans un poste de maître de conférences au laboratoire de froid lié à l'Institut français de froid industriel et de génie climatique de CNAM, ce qui me permet de continuer donc mon projet de vie pour développer des technologies vertes pour le confort thermique des personnes et la diffusion de connaissances scientifiques.
En synthèse, donc j'ai effectué une thèse dans le domaine des machines à absorption et pour laquelle j'étais impliqué activement dès sa création et jusqu'à la suite, avec un accent sur les collaborations, la valorisation scientifique et une ouverture à l'international, le tout dans un cadre applicatif pour faire de la recherche avec un impact positif sur notre société. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite faire un remerciement spécial à tous les gens qui ont fait possible ce travail. Merci beaucoup et je reste à disposition pour des questions. Merci beaucoup, Amine. Je ne l'ai pas précisé en début de session, mais alors les questions ne sont pas, le public ne peut pas poser de questions en fait par manque de temps. On ne pourrait pas faire passer tout le monde. Par contre, on va passer à la question que tu as pu choisir. Oui. Quels sont les intérêts et les possibles conséquences de ta recherche pour la société? Donc, c'est la même question qu'Alice précédente. Oui. Alors oui, merci pour cette question. Donc, je l'ai choisi celle-ci puisque je pense qu'elle a un sens particulier pour moi. Donc, depuis que je suis en France, en fait, j'ai entendu une phrase de Antoine de Saint-Exupéry qui m'a beaucoup touché, qui dit donc que l'intelligence ne vaut qu'au service de l'amour. Et donc, je me base sur cette phrase pour faire de ma recherche une recherche appliquée, donc pour développer des technologies vertes, donc avec l'objectif de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, diversifier nos sources d'énergie donc pour réduire la charge sur les réseaux électriques, et également pour faire des avancées technologiques. Mais c'est important aussi le côté de vulgarisation, puisqu'il faut également rendre conscient aux personnes que les nouvelles technologies ne seront pas les seuls acteurs, ni suffisantes à elles seules pour un avenir durable. Donc, il faut également changer nos habitudes pour que cela soit possible. Merci beaucoup, Amine. Merci pour cette réponse et merci pour cette présentation. On va passer à un autre sujet différent. Cette fois-ci, c'est Andrés du laboratoire du LRGP à Nancy qui va nous présenter ses travaux de thèse concernant l'équation d'état cubique et le modèle d'ordre supérieur pour décrire les mélanges fluides. Donc, je laisse la parole à Andrés qui en parlera bien mieux que moi, je pense. Et bonjour Guillaume. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Pour l'instant, je ne peux pas encore partager en fait. Tu as activé le partage d'écran là? Mais je n'ai pas l'option en fait. Martine? Oui, je n'ai rien touché. Donc, normalement, tu dois pouvoir partager. Maintenant, c'est bon. Ouais. Là, on ne voit pas ta présence. Ah, ça y est, ça arrive. Est-ce que c'est tout bon? Yes. Eh ben, merci Guillaume pour cette introduction. Et je remercie également les membres du jury pour avoir sélectionné ma thèse et aussi les personnes qui sont présentes dans l'assistance pour être venues m'écouter. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de l'utilisation de la thermodynamique pour la conception des procédés innovants des conversions d'énergie. Cette thèse a été dirigée par M. Jean-Noël Jobert et M. Romain Privat au sein du LRGP à Nancy. Et allons-y, je commence par le contexte. Donc, je dois vous dire que l'ONU a posé 17 objectifs de développement durable, dont 2 qui viennent toucher de très près le génie des procédés. Donc, le premier, c'est le numéro 7, qui concerne les énergies propres à un coût abordable, et le numéro 13, concernant les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Ces 2 objectifs ont fixé le cap de ma thèse, puisque j'ai travaillé sur une machine de production conjointe et décentralisée d'électricité, de chaleur et de froid à partir des sources renouvelables. Donc, pourquoi conjointe?
parce que ce soit une usine, des structures clés pour la société comme des hôpitaux ou des millions de foyers dans le monde, il se peut qu'il y ait des besoins simultanés en électricité, en chaleur ou en froid. Pourquoi décentraliser? Parce qu'on utilise des systèmes énergétiques décentralisés. Pour voir ce que c'est, je vais faire une comparaison avec des systèmes centralisés. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, on va avoir une grande centrale électrique qui va fournir de l'électricité à des plus petites structures. Si jamais ces structures ont des besoins en chaleur ou en froid, on va les produire sur site. En revanche, pour les systèmes décentralisés, on va déjà rapprocher les sources d'énergie de l'utilisateur final. On va non seulement produire de la chaleur et du froid, mais aussi de l'électricité sur place. Et le fait de dispatcher les unités de production vont nous permettre en fait de pouvoir ajuster le mix énergétique en fonction des sources d'énergie renouvelables disponibles localement. Aujourd'hui, une configuration classique de ces systèmes comporte deux machines. Donc, une première pour une centrale électrique pour produire de l'électricité et avec de la chaleur résiduelle produite, on peut fournir de la chaleur à un utilisateur final. On va prendre un bout de cette électricité ici pour alimenter une machine frigorifique afin de produire du froid. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux machines distinctes et deux fluides de travail différents. Par exemple, pour la centrale, on aura de l'eau et pour le cycle froid, des fréons. Mais qu'est-ce qu'un fluide de travail? C'est tout simplement le fluide, la molécule qui va parcourir l'ensemble de composants de la machine pour nous permettre d'atteindre notre objectif, que ce soit de produire de l'électricité, de la chaleur, du froid ou pourquoi pas les trois ensemble. Dans le cadre du projet Regen by Two, donc un projet européen, on a travaillé sur le développement d'une nouvelle machine, une machine innovante qui puisse nous permettre de remplacer la machine classique, donc la configuration classique à deux machines pour une seule qui travaille avec un fluide de travail unique et qui utilise des sources d'énergie renouvelables. Et donc, l'objectif de ma thèse, c'était de pouvoir déterminer le fluide de travail qui convenait le mieux à notre machine. Comment on est parvenu? Grâce à une approche product design dans laquelle on a fixé notre cahier de charges en termes de propriétés et puis on est remonté aux structures qui nous convenaient le mieux. On a passé en revue presque 66 000 molécules et on a appliqué des filtres pour répondre à ce cahier des charges. Et avec les molécules restantes, on a calculé ses performances grâce à la simulation du procédé. Et qui dit simulation du procédé, dit performance du cycle. Qui dit performance du cycle, dit qu'il faut les connaître. Il faut connaître les propriétés thermodynamiques à chaque point du cycle pour pouvoir calculer les puissances échangées, par exemple. Donc, pour pouvoir calculer ces propriétés thermodynamiques, il nous faut un modèle thermodynamique qui soit une bête de course, qui soit super précis. Et bon, j'ai commencé en fait mes travaux de thèse par le développement des modèles thermodynamiques, un pour les corps purs et puis pour les mélanges. Et à la fin, j'ai travaillé sur le procédé de conversion d'énergie. Aujourd'hui, je vous présente mes résultats en ce qui concerne la première partie sur les corps purs et l'application sur le procédé de conversion d'énergie. Donc, pour le modèle thermodynamique, on a utilisé des équations d'état qui sont tout simplement des expressions mathématiques qui vont relier la pression, la température et le volume d'un fluide pour pouvoir calculer tout un tas de propriétés, comme par exemple l'enthalpie, les pressions de vapeur, les densités ou encore l'entropie. Plus précisément, on a utilisé des équations d'état cubique. Donc, on voit toujours apparaître notre température, notre volume et la pression, mais aussi une liste de paramètres qui sont ici. Donc, on a tout d'abord un paramètre énergétique AC, le covolume V, des paramètres U et W et les paramètres de la fonction alpha ici en rose. Et cette équation va devenir opérationnelle au moment où on va attribuer des valeurs numériques à chacun de ces paramètres. Cette action, on l'appelle paramétrage. Donc, allons-y. Pour ce qui concerne les paramètres AC et B, on va les déterminer de manière à reproduire exactement le point critique expérimental sur un plan PT, pression-température. Et du coup, il nous reste à voir qu'est-ce qu'on fait avec les paramètres U et W pour avoir des valeurs optimales et avec les paramètres LMN. Pour la première partie,
pour déterminer nos paramètres U et W, on a fait un maillage et on a testé plus de 50 000 combinaisons différentes. On a calculé une fonction objective pour chaque point et puis on a déterminé où se trouvait le minimum sur les écarts de volume liquide qui était celui qui nous intéressait le plus, puisque les valeurs U et W ont un impact majeur sur cette propriété. Et donc, on a déterminé que les valeurs optimales de U étaient 2,16 et pour W, moins 0,86. Et si on injecte ces paramètres dans l'équation d'état, on pouvait atteindre des écarts sur les volumes liquides de 2% sur 1300 fluides. Donc, cette partie était validée et on pouvait passer à la suite. Donc, ce qui concerne les paramètres LMN, en fait, on va les ajuster sur des données expérimentales afin de minimiser des écarts entre nos points expérimentaux et nos points calculés par l'équation d'état. Parmi ces propriétés, on peut retrouver des pressions des vapeurs saturantes, des enthalpies de vaporisation, des capacités calorifiques, et on pourrait se dire, on pourrait faire l'ajustement avec n'importe quelle propriété. Eh bien non. Si on prend le cas de l'AN-hexène, on va voir que si on ajuste les paramètres L et Mn uniquement sur des pressions de vapeur, et que par exemple, on arrive à noter la qualité des restitutions de nos propriétés expérimentales, comme par exemple, on note un élève, on va voir que pour les pressions de vapeur, on est très, très bien, excellent. Et pour les deux autres propriétés, on s'en sort très bien. En revanche, si on ajuste uniquement, donc les paramètres LMN uniquement sur les capacités calorifiques, certes, on aura des bonnes capacités calorifiques, mais c'est un désastre pour les deux autres propriétés. Donc, on se demande quelles données expérimentales sont nécessaires pour déterminer ces paramètres LMN. Et donc, on a testé 7 paramétrages différents, donc en utilisant toutes les combinaisons des données expérimentales possibles, et on a déterminé qu'il fallait ajuster nos paramètres LMN sur des données de pression de vapeur au moins. Si jamais on avait des données d'enthalpie de vaporisation ou des capacités calorifiques disponibles, on pouvait les inclure dans l'ajustement parce que ça ne faisait qu'améliorer la qualité du paramétrage. Et donc ici, on peut faire un état des lieux sur l'équation d'état cubique et on va voir si on a les paramètres A, C et B de manière à reproduire de façon exacte le point critique, si on sait calculer nos paramètres LMN de façon fiable et si on injecte nos valeurs optimales de U et W, on peut atteindre des déviations moyennes en pression de saturation, par exemple de 1% et de 2% pour le reste de nos propriétés. Tous ces écarts sont calculés sur 1800 corps purs et plus de 300 000 points expérimentaux. Donc, jusqu'à là, on valide notre équation d'état pour passer à la suite le choix de notre fluide de travail. Juste avant de passer à la description du cycle, je voudrais dire que dans le développement des équations d'état, j'ai pu travailler avec des sommités de la thermodynamique comme M. Ding-Yu Peng, développeur de l'équation d'état Peng-Robinson, et M. Giorgio Soave, développeur de l'équation d'état SRK, très utilisé dans les simulateurs de procédés en génie chimique. Donc, je décris brièvement le cycle, surtout les étapes clés. Donc, on a une absorption des chaleurs à partir d'une source chaude à basse température, par exemple à partir de biomasse. Puis, on a une première détente pour récupérer de l'électricité. On refroidit notre fluide de travail pour pouvoir fournir en chaleur à l'utilisateur final. Puis, on a une deuxième détente pour récupérer davantage d'électricité. Et puis, on passe par un évaporateur afin d'absorber de la chaleur, par exemple, depuis une chambre froide. Et donc, pour déterminer le fluide de travail qui nous convenait le mieux, on a utilisé la méthodologie suivante. Donc, on a déterminé notre cahier des charges. Donc, c'était pouvoir fournir de l'électricité, de l'eau sanitaire et avoir une chambre froide pour un hôpital, par exemple. On a constitué un ensemble de molécules, donc 66 000, à partir des 3 bases de données commerciales, la DDB, la DIPPR et la NIST. On a appliqué nos filtres pour pouvoir répondre au cahier des charges initial et puis on a calculé nos performances. Et voici le résultat final de ma thèse. Donc, c'est cette liste de 9 molécules, dont 7 qui sont inflammables et 2 qui sont non inflammables. Si on regarde les contraintes environnementales, donc en termes de potentiel de réchauffement climatique et de potentiel de destruction de la couche d'ozone, nos molécules sont au moins 3 fois en dessous du seuil imposé dans notre criblage.
Puis, on a établi un système de notation pour pouvoir départager nos molécules. Et on a trouvé qu'on avait deux molécules principales. Donc, un alcane fluoré, le HFC 152, et une oléfine fluorée et chlorée, le HCFO 1233ZDE. Si jamais on peut utiliser un fluide inflammable, on aura les meilleures performances possibles. En revanche, si au niveau de sécurité, on a des restrictions, on peut basculer sur un fluide non inflammable et en gardant de bonnes performances. Pour finir cette présentation, je veux montrer les contributions de la thermodynamique pour répondre aux objectifs de développement durable, donc celui de l'énergie propre, un coût abordable, et concernant les mesures relatives au changement climatique. Donc, on a pu développer une machine de production conjointe d'électricité, de chaleur et de froid, à partir de sources d'énergie renouvelable, 2, avec un faible rejet des CO2, et 3, en utilisant des fluides respectueux de l'environnement. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Andrés. Merci. On va passer à la question que tu as sélectionnée. Et donc, quelle est ta situation actuelle professionnelle? Aujourd'hui, j'ai la chance d'être maître des conférences à l'ENSIC, donc on peut dire que je suis resté un peu à la maison, et puisque je suis toujours chercheur au LRGP, là où j'ai fait ma thèse. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci pour ta présentation et la réponse. On a parcouru les 3 premières présentations, il en reste encore 3. Et pour continuer, on va passer à une thèse qui a été réalisée au laboratoire de génie chimique. Et donc, c'est Eduardo qui va prendre la parole et qui va nous parler de son sujet de thèse intitulé « Optimisation multi-objectifs spatio-temporels de chaînes logistiques énergie basée sur le concept de Power to Gas ». Ok, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, parfait. Bon, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez vers mes travaux de thèse. Merci beaucoup à toutes les personnes présentes, particulièrement aux membres du jury. Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de mes travaux de recherche qui ont été faits sous la direction de Madame Catherine Azzaro-Pantel au laboratoire de génie chimique à Toulouse. Donc, avant d'entrer dans les détails de mes travaux de recherche, je voudrais vous montrer le contexte de cette recherche. En fait, si on réfléchit à la transition énergétique et on souhaite arriver à un scénario d'émissions nettes zéro en 2050, on a besoin de développer les sources d'énergie dites renouvelables. Et surtout, c'est l'énergie solaire et éolienne qu'on va développer le plus. Cependant, ces sources d'énergie sont des sources d'énergie intermittentes. Et du coup, dû à cette nature, on a besoin de développer du coup un système de stockage et une nouvelle filière pour valoriser au maximum ces types d'énergie. Donc aujourd'hui, pour le stockage d'énergie saisonnière et avec un grand volume, la seule technologie existante, c'est les technologies associées à l'hydrogène et au méthane renouvelable. Et pour stocker l'électricité dans la forme de gaz, on parle d'un concept qu'on appelle Power to Gas. Ce concept, ça veut dire la production de gaz, soit méthane, soit de l'hydrogène, à partir de l'électricité. Et en fait, derrière, il y a 2 procédés qui sont les procédés fondamentaux. C'est l'électrolyse et la méthanation. Et à travers ce concept, on va connecter 3 marchés différents. Les marchés du gaz, les marchés de l'électricité et les marchés de CO2 en créant des liens entre eux. Donc, ce concept va permettre d'incrémenter la pénétration d'énergie renouvelable dans les réseaux de l'énergie. En plus, on va incrémenter la flexibilité du réseau et on va pouvoir aussi satisfaire des demandes de carburant, par exemple pour le secteur transport, sinon aussi pour la génération de chaleur ou pour l'industrie chimique, avec une empreinte carbone assez faible.
Donc, aujourd'hui, bien qu'on pourrait produire l'hydrogène avec des sources renouvelables, aujourd'hui, la plupart de l'hydrogène et même la demande de méthane est satisfaite avec des sources d'énergie fossile. Donc, on a différentes sources d'énergie, différents procédés, et selon la forme physique de l'hydrogène, soit liquide ou gaseuse, on va voir différentes façons de les stocker, de les transporter pour satisfaire une demande. Mais en même temps, on pourrait aussi utiliser cet hydrogène pour produire du méthane de synthèse en utilisant une source externe de CO2. Donc, vu l'ensemble des technologies en interaction et différentes questions qui se posent sur la localisation, les sources d'énergie utilisées, etc., ça pose un problème d'optimisation assez intéressant. Donc, c'est ça le cadre de ma thèse, et l'objectif de mes travaux était de développer un cadre méthodologique pour la conception optimale de chaînes logistiques d'hydrogène et de méthane, avec un focus sur les systèmes power to gas, ça veut dire la production d'hydrogène et de méthane renouvelable. La stratégie qu'on a proposée, c'est une méthodologie basée sur l'optimisation sous contrainte. On va voir différentes fonctions objectives et en même temps, on va voir un ensemble de variables de type continu, entière et binaire. Ce problème d'optimisation est résolu avec la méthode de Epsilon Constraint et on va utiliser différents inputs pour pouvoir alimenter notre modèle mathématique. Donc, on va avoir des inputs de type géographique et aussi on va avoir un ensemble de paramètres technico-économiques et aussi des paramètres liés à l'impact environnemental avec une perspective d'analyse des cycles de vie et avec une approche aussi multipériode pour voir l'évolution de la chaîne logistique dans le temps. Comme output, on va voir les from Pareto, que c'est l'ensemble des solutions optimales. Et pour chaque solution, on va trouver la configuration de cette chaîne de valeurs avec l'ensemble des variables de décision et des indicateurs clés. Donc, le cas d'étude, c'est la région d'Occitanie. La région d'Occitanie s'est fixé un objectif assez ambitieux, que c'est de devenir une région en énergie positive à l'année 2050. Ça veut dire qu'il va diminuer en 40% la consommation d'énergie, mais en même temps, il va multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable. Mais comme je disais précédemment, ça veut dire que les énergies qu'on va développer le plus, c'est l'énergie éolienne et solaire. Et dû à la nature de ce type d'énergie, l'hydrogène va devenir un vecteur intéressant pour la région et pour pouvoir arriver à avoir un réseau fiable, flexible et satisfaire la demande d'énergie au bon moment. Donc, dans le cadre de ma thèse, on évalue 3 configurations différentes. Une première configuration où on a tout l'hydrogène qui était produit et c'était pour satisfaire une demande de méthane. Et la formulation d'optimisation avec comme objectif, comme fonction objectif, la minimisation des coûts total. Après, on a eu une deuxième configuration où il y avait une hybridation dans laquelle on avait une demande externe d'hydrogène pour le secteur transport et on avait une approche bi-objective en intégrant aussi les émissions de CO2. Et finalement, on a eu une configuration en prenant en compte les sources d'énergie renouvelable et aussi les sources d'énergie fossile, la taxe carbone, d'autres fonctions objectives et en plus une analyse de type énergétique pour prendre en compte aussi les pertes d'énergie tout au long de la chaîne logistique. Donc, comme titre d'exemple, on peut voir un des résultats de cette thèse pour la troisième configuration. On peut voir l'évolution de la chaîne de valeur dans le temps en prenant en compte 3 objectifs qui vont avoir la même pondération et une taxe de carbone assez élevée. Si on compare avec une solution carbonée, on arrive à avoir un coût plus élevé, en 59%, mais par contre, on diminue en 48% les émissions de CO2
par rapport à cet scénario de référence. Et on peut voir que la totalité de la demande d'hydrogène et de méthane est satisfaite 100% avec des sources d'énergie renouvelables. En plus, on a fait aussi des analyses de sensibilité avec différents paramètres comme le discount rate, les coûts de l'électricité ou la taxe carbone. On voit que surtout les paramètres qui ont le plus d'impact sur les coûts de l'hydrogène et du méthane, c'est les coûts de l'électricité. Et on a analysé ça pour différentes configurations. Comme conclusion, on peut dire qu'on est arrivé à développer la méthodologie qu'on avait proposée au début et on a démontré la pertinence de cette approche pour la conception des chaînes logistiques d'hydrogène et de méthane. À travers l'ensemble d'analyses qu'on a fait, on arrive à la conclusion que la configuration de la chaîne logistique va changer drastiquement en fonction des fonctions objectives et des critères de décision qu'on peut choisir. On peut conclure aussi que l'hydrogène va être compétitif pour le secteur transport, mais en utilisant une taxe carbone. Par contre, pour le méthane de synthèse, les méthanes renouvelables, on va avoir besoin d'autres leviers, comme par exemple l'établissement des objectifs environnementaux assez importants pour pouvoir avoir une production de méthane renouvelable assez importante sur la région. Et finalement, comme perspective, on voudrait développer de plus en plus notre modèle en prenant en compte les coproduits, la chaleur générée pour voir comment les valoriser dans différents procédés, etc. Les principales contributions de cette thèse, c'était les 6 articles qui ont été publiés dans différents journaux scientifiques. Il y a toujours un autre qui va être bientôt soumis. Et on a réalisé 8 conférences nationales et internationales en présentant les résultats de nos thèses, de ma thèse. Et finalement, cette thèse a été aussi retenue pour le prix de thèse Léopold Escande à Toulouse. Donc, c'est un des travaux qui a été lauréé avec ce prix pour l'année 2021. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Eduardo. Merci beaucoup. Comment tu pourrais continuer ton sujet? En fait, aujourd'hui, je suis ingénieur consultant R&D chez Capgemini Engineering. Je suis chef de projet dans différents projets de recherche liés à l'hydrogène. Et ce que je souhaiterais faire, c'est de tisser plus de liens avec les laboratoires de génie chimique et cette entreprise où je travaille aujourd'hui pour développer plus ce modèle qu'on a développé pendant ma thèse. Mais en plus, on a toujours des liens avec certaines universités comme mon université d'origine au Venezuela et aussi mon école à Toulouse. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à travers les résultats qu'on a eu de ma thèse et toute la recherche qu'on a fait, on a pu développer un cours c'est un topic spécial sur l'hydrogène qu'on a au Venezuela et en même temps à Toulouse. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est continuer dans cette voie, développer plus de cours liés à l'hydrogène dans ces 2 universités et avoir aussi l'opportunité d'avoir un projet plus avec les différents collaborateurs pour pouvoir développer notre modèle et valoriser de plus en plus la recherche qu'on a fait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vaste projet. Merci pour ta présentation. On va passer à l'avant-dernière présentation de cet après-midi, qui est présentée par Manassa du laboratoire de génie des procédés et des matériaux de Centrale Supélec et en partenariat avec Air Liquide, qui va présenter une étude expérimentale des écoulements liquides dans un garnissage de distillation et principalement le rôle des perforations sur le transfert de masse et la répartition de la phase liquide sur une plaque perforée. Manassa, tu as la parole. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok.
Et mon écran, c'est bon? Oui. Ok, merci. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je vais vous présenter mes travaux de thèse de doctorat qui portent sur l'étude expérimentale des écoulements liquides dans un garnissage de distillation et plus particulièrement sur le rôle des perforations dans la redistribution de la phase liquide. Et cette étude a été réalisée à Air Liquide en partenariat avec le laboratoire de génie des procédés et matériaux à Centrale-Supélec. Et cette thèse était dirigée par Hervé Duval et encadrée par Michael Vathieu et Laurent Zimmer. L'air atmosphérique contient environ 78% d'azote et 21% d'oxygène et 1% d'argon et gaz rare. Les applications industrielles utilisant ces gaz purs sont nombreuses, par exemple l'industrie d'acier, aviation et santé, etc. Il existe nombreux procédés permettant de séparer les différents constituants de l'air. La distillation cryogénique est un des seuls procédés capables de produire des composants de l'air en large quantité et en haute pureté. Du coup, ma thèse est sur la distillation, sur l'application de distillation cryogénique. Les composants de l'air sont séparés dans une colonne de distillation du fait de leurs différents de volatilité. Dans une colonne de distillation, le phase liquide riche en oxygène s'écoule et le phase vapeur riche en azote en contre-courant. Et grâce au transfert interfacial, on obtient les composants purs à différentes longueurs de la colonne. Cependant, le coût énergétique du procédé de distillation cryogénique est relativement élevé. Dans la colonne, pour favoriser les surfaces d'échange entre les deux phases, les structures d'échange sont adaptées aux écoulements diphasiques pour avoir une séparation plus efficace. Il existe 3 différents types de contacteurs, des plateaux, des garnissages vrac et des garnissages structurés. Souvent, dans les procédés de séparation d'air cryogénique, garnissages structurés sont utilisés. Le garnissage sert du support au liquide pour offrir une surface d'échange maximale avec le gaz. Grâce à leur géométrie unique, les garnissages structurés assurent une fraction de surface interfaciale élevée et une fraction de vide élevée, ce qui se traduit à rendement égal par une perte de charge inférieure et une capacité supérieure aux autres garnissages. Cependant, les performances sont très sensibles à l'uniformité de la redistribution du phase liquide. On est intéressé par un garnissage structuré de type ondulé croisé. Ils sont typiquement constitués de sandwichs, des feuilles d'aluminium corrugées et perforées. Ces feuilles sont disposées verticalement dans la colonne et les corrugations font un angle de plus ou moins 45 degrés avec la verticale. Les ondulations sont là pour favoriser la distribution transversale et les perforations favorisent l'échange de liquide entre les deux côtés d'une même feuille. Dans la configuration industrielle, comme montré ici, la distribution de phase liquide est multidimensionnelle et difficilement accessible par les méthodes expérimentales. Étant donné que la colonne est opaque, la géométrie elle-même fait intervenir un grand nombre d'échelles caractéristiques, comme montré ici. Si on considère une feuille en configuration industrielle, on a remarqué qu'il est très difficile de maintenir un régime stationnaire, ce qui entraîne des résultats expérimentaux non reproductibles. Pour cette raison, on a simplifié la géométrie en considérant une plaque en état vertical avec une seule perforation et plusieurs perforations pour mieux représenter des phénomènes physiques dans les perforations. Alors, notre objectif est d'étudier l'hydrodynamique de film liquide sur une plaque perforée. Vu la difficulté de mesure, on cherche des approches innovantes afin d'améliorer, mieux évaluer l'effet de la géométrie des perforations et des modes opératoires du film liquide pour les optimiser. Dans un deuxième temps, nous cherchons à savoir comment les perforations contribuent au transfert de liquide une face à l'autre, suivant différents modes opératoires du film liquide. À partir de ces données expérimentales, nous proposons des modèles théoriques.
Le dispositif a été conçu en 3 parties, le cadre qui maintient la plaque perforée en verticale, le circuit de liquide d'alimentation et l'instrumentation dédiée à l'observation et à la mesure du film liquide. Comme pour les garnissages industriels, les deux phases peuvent être alimentées avec le débit identique ou différent. Les plaques sont réalisées en aluminium. Ce métal est choisi pour sa facilité de mise en forme, ses propriétés de surface et le fait que les garnissages réels sont également en aluminium. Les essais sont réalisés avec des liquides d'essai non cryogéniques. Le choix de liquides d'essai se fait en fonction de leur mouillabilité sur la surface en aluminium pour représenter la mouillabilité d'azote liquide sur les garnissages. Dans un premier temps, on essaie de comprendre les différents régimes de film liquide sur une plaque avec une seule perforation. En fonction du diamètre de la perforation, le débit d'alimentation, on observe différentes dynamiques du film liquide, comme montré ici. La déstabilisation par bourrelet et l'instabilité de Rayleigh-Taylor, les gouttes et des jets. Il est important de noter que ces modes intermédiaires irriguent la version de la plaque significativement. Lorsque le débit d'alimentation est plus élevé, les forces d'inertie dominent et les forces de tension superficielle. Le liquide remplit complètement la perforation. On appelle ce mode d'écoulement le mode rideau. On a vu que le rideau liquide est associé de profondes modifications du chemin de liquide. On imagine que le même phénomène produit dans une colonne de distillation peut significativement influencer l'air interfacial d'échange et le transfert de masse. À partir d'un bilan quantité de mouvement macroscopique sur la partie en amont du bourrelet, au point d'arrêt, on a déduit un modèle physique pour prédire la condition de la formation du rideau. Dans ce graphique, on peut voir que le modèle prédit en trait pointillé prédit très bien la condition de la formation de rideau. Maintenant, je présente la deuxième partie qui constitue une étude expérimentale pour quantifier le transfert de liquide à travers des perforations. Nous avons mesuré le transfert de liquide après une rangée de perforations, d'abord une ligne, puis 2 et 3 et 10 jusqu'à 10 lignes de perforation disposées en quinconce comme les garnissages structurels. Dans ce graphique, on trace le débit transféré par plusieurs lignes de perforation en fonction du débit d'alimentation. On constate qu'après 10 lignes de perforation, le nouveau débit transféré est presque égal à la moitié de débit d'alimentation. Un modèle de récurrence a été déduit pour mettre en relation le débit volumique verso de la plaque avec le débit volumique sur la face d'alimentation. Dans l'ensemble, le modèle est en accord avec les expérimentations. Notamment, il capte bien les variations lorsque le débit volumique est faible. Le liquide transféré s'échappe une forme de ruisselet. Suivant le modèle décrit par Chetty et Serrault, nous avons analysé l'évolution spatiale de son profil. Dans le sens de l'écoulement, on retrouve la loi d'échelle décrit cette évolution, l'aplatissement et l'élargissement de ruisselet qui est en accord avec les résultats expérimentaux. Ensuite, nous avons quantifié l'influence de l'espacement des trous sur la fusion de ruisselet et de son profil spatial dans un cas d'une rangée de perforations. Dans ces études, on cherche à expliquer le comportement du film liquide à l'aide d'un modèle physique. On a comparé les résultats expérimentaux avec nos lois d'échelle. L'objectif principal de cette partie de ma thèse est d'établir une approche expérimentale appropriée pour caractériser la dynamique du rideau liquide et les champs de vitesse au sein de films minces sur une plaque perforée, de manière résolue en espace et en temps. Nous avons implémenté une nouvelle approche de vélocimétrie de suivi des particules avec un concept de défocalisation.
La vélocimétrie par suivi des particules est une méthode de mesure lagrangienne qui utilise le suivi des particules individuelles dans un fluide pour obtenir des vitesses en 3D. Le concept de défocalisation consiste à supposer que la taille apparente d'une particule défocalisée sur l'image ne dépend pas de sa taille physique, mais seulement de son éloignement par rapport au plan focal. En se défocalisant, l'image des particules prend la forme de l'ouverture. Après une phase de calibration, il devient possible de relier une taille apparente à une profondeur par une expression basée à l'approximation des lentilles minces. Je montre ici quelques résultats qualitatifs qui justifient pourquoi on s'intéresse de mesurer la vitesse locale d'un film sur une plaque perforée. Ici, des images successives sont superposées pour voir des trajectoires suivies par des particules fluorescentes introduites dans l'écoulement. Ces images révèlent des tourbillons bien localisés dans le rideau liquide. Nous les identifions qualitativement comme les tourbillons de Dean et des tourbillons induits par l'impact du film liquide sur le bord de la perforation. Ensuite, dans les petites perforations correspondant du diamètre industriel, on observe une paire de turbulents contrarotatives. On anticipe que les ondes de récirculation locales peuvent réduire localement la vitesse du film liquide. Par conséquent, le temps de séjour augmente, ainsi que la rétention du liquide. La rétention dynamique du liquide est particulièrement intéressante dans les garnissages. Pour finir, nous avons appliqué un post-traitement de type DMD, dynamique mode décomposition, largement utilisé pour l'analyse de l'évolution temporelle des écoulements. On l'a appliqué sur la zone de rideau afin d'extraire des structures spatiales et temporelles. Le mode spatial correspondant à la mode dominante identifiée est d'une instabilité du type pulsation de basse fréquence, comme montré dans cette vidéo. La couleur bleue signifie que la vitesse négative par rapport à la moyenne et la couleur rouge une vitesse positive par rapport à la moyenne aussi. Un résumé visuel de ma thèse. Quand on a commencé cette thèse, on voulait rapidement commencer par la configuration industrielle comme montré ici. On s'est rendu compte qu'il existe très peu de recherches sur la redistribution locale du film liquide sur les géométries de garnissage. Ce fait nous a incité d'examiner les perforations et on a été surpris par les chemins intéressants qu'on a trouvés. Cela nous a conduit à faire une analyse approfondie d'un film liquide sur les surfaces perforées. À la fin, nous avons pu construire des modèles physiques sans facteurs correctifs ou sans paramètres d'ajustement au fitting et ensuite étudier le transfert de liquide à travers des perforations. Dans les colonnes réelles, un fort transfert de liquide se produit à travers des perforations. Nous avons pu confirmer les relations théoriques par nos résultats expérimentaux. Pour compléter l'étude, nous avons également introduit une nouvelle approche pour caractériser le champ de vitesse dans ces perforations. Cette recherche est actuellement poursuivie par un postdoc qui étudie les perforations sur la plaque inclinée et d'autres géométries du garnissage structuré. C'était la perspective qu'on a pensée de cette thèse. Je voudrais remercier tout particulièrement mon directeur de thèse Hervé Duval et Joël Casalino pour son assistance dans la conception du banc et Dr Laurent Zimmer pour sa co-direction sur la mise en place de méthodes de vélocimétrie, imagerie vélocimétrie et Michael Vathieu pour son encadrement côté Air Liquide. Merci à tous les membres du jury et tous les participants. Merci. Merci beaucoup, Manassa. Merci pour ta présentation de tes travaux. Quels sont les principaux défis auxquels tu as dû faire face pendant ton doctorat? Alors, comme j'ai dit dans les conclusions, comme on a commencé la thèse, on n'avait pas vraiment le schéma parfaitement défini. On savait qu'on va étudier le mécanisme de redistribution,
mais il fallait penser vraiment quelles sont les expériences qu'on va faire et comment on va caractériser la redistribution, parce qu'il existe très peu d'études sur ce sujet. Du coup, on a commencé par zéro, on a construit un banc expérimental quand j'ai commencé ma thèse, et ensuite, la dernière méthode que j'ai montrée, la méthode de vélocimétrie en 3D, c'était quelque chose de très challenging parce que on a réalisé une vélocimétrie dans un film très mince qui a une épaisseur de micromètres, et on a réussi d'avoir des vitesses en trois composants. Donc, ça, c'était après, même avec ce défi, on a réussi de bien finir la thèse. Voilà. Et en plus, ça continue par le postdoc, donc le sujet continue. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour ta réponse et ta présentation aussi. On va passer à la présentation du dernier candidat de cet après-midi. Donc Pedro du laboratoire de génie chimique et du Cérimat de Toulouse, qui va nous présenter ses travaux de thèse intitulés Optimisation de poudre de phosphate de calcium à propriétés contrôlées pour la fabrication additive. Pedro, tu as la parole. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Oui. C'est bon? D'accord. Bon, merci beaucoup, Guillaume, pour l'introduction. Je me présente, je suis Pedro Navarrete, actuellement associé de recherche à l'Institut India Materiales à Madrid. Et le but de cette présentation est d'illustrer et de montrer les résultats obtenus pendant mes 3 ans de doctorat concernant l'optimisation des poudres de phosphate de calcium à propriétés contrôlées pour la fabrication additive. Cette thèse a été effectuée en cotutelle entre les laboratoires de génie chimique et le Cérimat à Toulouse, dans le cadre du projet européen Doctor de Printing. La soutenance a eu lieu le 1er octobre 2021. Je commence. L'hydroxyapatite, c'est un matériel de phosphate de calcium très intéressant pour la réparation osseuse, car il a une structure chimique très similaire à la bioapatite présente dans les os. Il est biocompatible, bioactif et ostéoconducteur. C'est un matériel déjà utilisé pour la production de compléments osseux en forme de poudre de pâte, et il est également employé comme recouvrement des implants métalliques et comme scaffold, mais avec des formes pas très complexes. Donc, il y a besoin de technologies permettant la production des implants céramiques qui auraient des formes plus complexes et mieux adaptées aux patients. Une solution possible est l'utilisation des technologies de fabrication additive ou d'impression 3D pour fabriquer cet implant au scaffold personnalisé pour les patients. Il serait possible de faire des tomographies des patients, de créer un modèle en 3D et finalement d'imprimer les scaffolds personnalisés. Entre les différents besoins et limitations actuelles pour l'application de la technologie aux matériaux céramiques, on peut voir qu'il manque une connaissance des spécifications de la matière première nécessaire. Et il faut aussi prendre en compte la fragilité du matériau de céramique et la conception de l'imprimante pas adaptée aux matériaux céramiques. Tout cela constitue un problème principal, que c'est l'impossibilité de l'application de la technologie. Cela génère une série de conséquences, par exemple les temps longs de régénération des os ou la mauvaise personnalisation des implants au scaffold. Pour essayer de surmonter ces problèmes, le projet Doctor de Printing a été créé. Nous étions 14 doctorants en total situés en différents pays en Europe. Et moi, je faisais partie du World Package numéro 1 dédié à la matière première. Et de cette catégorie différente de fabrication additive, des technologies de fabrication additive, j'étais affecté par deux d'entre elles. La première, en rouge, c'est la fusion sur de poudre, plus spécifiquement la technique de frittage laser sélectif. Et la deuxième, en bleu, c'est la catégorie de photopolymérisation avec la technique de stérolithographie. Vous pouvez voir une petite animation du procédé de frittage laser sélectif, où le laser scanne et frite la poudre dans un lit homogène sur la plateforme d'impression, et couche par couche, c'est possible d'obtenir les pièces en 3D.
Par contre, la technique de stéréotographie est basée sur un récipient contenant une résine photodurcissable, contenant des particules céramiques. Et nous avons la plateforme d'impression qui effectue un mouvement vertical en s'approchant à l'écran LCD, qui agit comme un masque pour produire les photodurcissements sélectifs. En répétant le processus, c'est possible d'obtenir les objets 3D. Initialement, nous avons choisi une série de propriétés comme objectif. Pour l'une des techniques, c'est des particules sphériques polydisperses avec absorbant laser. Pour l'autre, c'est des suspensions photodurcissables fortement chargées de particules céramiques stables et à faible viscosité, ainsi comme des gammes granulométriques spécifiques. On arrive au résultat dans cette brève représentation de la thèse avec les différents procédés requis pour l'élaboration de la matière première, son traitement et l'obtention des scaffolds à biocéramique. On commence par la synthèse de la poudre d'hydroxyapatite. Il s'agissait d'une installation basée sur une cuve principale et 3 cuves supplémentaires d'où on pompait les réactifs de manière à débit contrôlé. Comme vous pouvez voir dans l'image obtenue par microscope électronique, des particules ayant des formes irrégulières. De plus, la caractérisation des rayons par diffraction des rayons X a été utilisée pour vérifier la pureté du matériel. Le broyage des particules et l'obtention de la production des suspensions aqueuses contenant des particules d'hydroxyapatite ont été réalisés par broyage à viscosité, comme vous pouvez voir dans le schéma ou l'image, cet équipement. Et la taille des particules a été diminuée, comme illustré dans l'image par microscope électronique. Des billes d'oxyde de zircon stabilisées à lithium ont été utilisées pour le broyage à l'intérieur de la chambre, et un dispersant a été utilisé pour faciliter la dispersion. Un travail long et minutieux d'optimisation d'une grande variété de paramètres a été mené pour essayer de contrôler et adapter les propriétés du produit final et de rendre les procédés plus efficaces. L'automatisation est le procédé utilisé pour l'obtention des particules de forme sphérique à partir du séchage des gouttes de suspension contenant les particules céramiques. Il est important de savoir l'effet des paramètres dans la taille des particules, et il était nécessaire de les optimiser pour obtenir de bons résultats avec ce type de matériaux céramiques spécifiques. La forme, la taille et la fluidité de la poudre finale ont été adaptées en ajustant les paramètres du procédé. L'absorption de l'énergie et l'énergie laser et sa transformation en énergie thermique pour produire les fruitages de la poudre ont été améliorés par mélange avec un additif d'absorption. Dans ce cas-là, c'était les graphites. Et les tableaux montrent l'augmentation de cette absorption de l'énergie de laser avec l'augmentation de la charge en graphite. On arrive à l'impression de la poudre par fruitage laser sélectif. Vous avez une image de l'imprimante, une courte vidéo du procédé et quelques images des pièces obtenues. Derrière, il y a beaucoup de travail d'optimisation des paramètres, tous interconnectés. Et finalement, nous avons trouvé une fenêtre de procédé comme celui-ci avec la puissance et la vitesse du laser et avec une région marquée en vert, grâce à laquelle nous avons arrivé à obtenir des objets en 3D. Les différentes pièces ont été caractérisées en termes de porosité et de propriétés mécaniques, bien que les propriétés mécaniques obtenues soient faibles pour son application finale. La réalisation des objets 3D avec ce type de matériaux offre la possibilité de les améliorer après par différents post-traitements jusqu'à une plage acceptable pour les transferts en clinique. Ici, nous allons commencer à parler de la technique de stéréotographie et des différents procédés requis pour la production de sa matière première. Dans ce cas-là, après la synthèse de la poudre, celle-ci est séchée et soumise à un broyage plus léger par fissage planétaire à billes.
Et vous pouvez voir la comparaison entre la poudre initiale en verte et la poudre obtenue par les deux types différents de voyages. La préparation des suspensions céramiques consistait à mélanger une résine photodurcissable avec les particules céramiques dans le même système planétaire habillé. L'étude de la stabilité et dispersion avec cet équipement, le Turboscan, était très important pour choisir la poudre avec la bonne granulométrie et mesurer, par exemple, la vitesse de sédimentation des particules. Les analyses de rhéologie étaient également très importantes pour ajuster la viscosité à des valeurs appropriées pour une utilisation dans l'imprimante, en contrôlant, par exemple, la concentration de céramique à utiliser. Ici, vous avez l'image de l'imprimant utilisé et des différents scaffolds obtenus. Après avoir trouvé les bons paramètres d'impression pour cette suspension céramique, nous avons comparé, par exemple, l'effet de l'orientation dans les propriétés de l'escaffold. Une analyse thermique de pièces imprimées a été effectuée et réalisée pour concevoir une stratégie de lientage, fritage, pour obtenir les scaffolds biocéramiques exempts de composants polymères. Aucune différence n'a été observée pour les pièces imprimées avec une orientation variable. Et la porosité, la dégradation et les propriétés mécaniques obtenues pour ce type de scaffold étaient très prometteuses pour une utilisation dans des applications de guides chirurgicaux. Ils sont dans les limites requises. Pour conclure, on peut ressortir 3 points forts de la thèse. Les matières premières ont été synthétisées et adaptées aux propriétés objectives pour leur utilisation dans les imprimantes 3D. L'efficacité du fritage a été évaluée en comparant différents poudres et paramètres de processus. Les propriétés microstructurales de dégradation des propriétés mécaniques des corps profités ont été évaluées avec des résultats prometteurs. Ici, vous pouvez voir un résumé des différentes réalisations accomplies pendant la thèse, un total de 6 articles publiés dans des revues scientifiques d'impact élevé, 4 articles avec des caractères expérimentaux et comme premier auteur, une review, un dernier article comme deuxième auteur encore en révision. J'ai eu l'opportunité d'organiser plusieurs événements liés à la fabrication additive de matériaux céramiques, une participation dans des congrès nationaux et internationaux avec des présentations orales et posters. Il était aussi proposé au prix de thèse Le Paul Escande de Toulouse INP et finaliste de ma thèse en 180 secondes organisée par France Additive. Celle-ci, c'est ma dernière diapositive. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de montrer encore une fois mes résultats, mes travaux de thèse juste un an après la soutenance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pedro. Merci pour ta présentation et tes travaux de thèse. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ta situation actuelle professionnelle? D'accord. Actuellement, je travaille encore sur la fabrication additive de biomatériaux, pas seulement de céramique, sinon aussi de polymères dédiés aux applications de médecine régénérative, d'ingénierie de tissus et dans la fabrication de dispositifs organotypes. Ce sont des dispositifs micro-échelle utilisés pour imiter l'environnement du corps humain et tester des différents médicaments. Même si c'est un domaine nouveau pour moi, je suis toujours encore d'apprendre des choses nouvelles. C'est clair que les réalisations, les compétences, les connaissances obtenues pendant ma thèse m'ont aidé fortement pour mes projets de recherche actuels. C'est pour ça que je suis très content et fier d'avoir fait la thèse dehors en France. C'était vraiment une belle expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta réponse et ta très belle illustration de la thèse. On va passer maintenant à la partie un peu fatidique, qui est donc le vote, mais on va remercier quand même l'ensemble des présentateurs qui ont respecté leur temps, et c'était nickel au niveau des temps de présentation. Un petit mot avant de commencer le vote. On vous a déjà parlé en introduction du congrès de la SFGP au mois de novembre 2022.
Et juste une petite pub, entre guillemets, des activités pour les jeunes post-doctorants, les jeunes doctorants et les jeunes chercheurs et les plus anciens, on va dire. Des activités sont organisées dans le cadre de ce congrès et vous trouverez un récapitulatif de ces activités dans le chat, un document vient de vous être envoyé. Et tout le monde est invité, bien sûr, à participer et surtout à s'inscrire à ces activités. Très brièvement, une table ronde, un quiz interrégion et un job dating sera organisé. Donc, venez le plus nombreux possible. Et on vous attend à Toulouse début novembre. On peut donc maintenant passer au vote. Pour cela, un vote est organisé sur Zoom. Donc, c'est Martine qui va avoir la main sur le vote. Et vous allez avoir un compteur, un timer, si je puis dire, affiché sur votre écran, qui va vous afficher le temps restant avant la fin du vote. Donc, c'est un temps de 2 minutes. Voilà, donc je vais ouvrir le vote et Guillaume va déclencher le chronomètre. Hop, c'est parti. En attendant, je vais faire un petit rappel. On a donc du coup une note qui a déjà été attribuée par le jury de sélection du prix de thèse qui va compter pour les 2/3 du prix final. Et enfin, l'autre tiers des votes va permettre de contrebalancer par le vote du public, ce qui va nous permettre au final d'avoir un prix du congrès SFGP, non pardon, pas du congrès SFGP, pardon, un prix Jeune Talent de la SFGP 2022 financé et sponsorisé par Inevo, plus un prix coup de cœur du public, et donc qui est financé par la SFGP. Il reste 40 secondes pour ceux qui n'ont pas fini de voter. Martine, c'est tout bon? C'est tout bon. Merci. Bon. On va procéder à la délibération et pendant ce temps-là, Monsieur Leveneur va nous faire une présentation. J'arrive à enlever mon partage d'écran. Merci Guillaume. Est-ce que vous voyez mon écran? Je change pas du tout aussi. Oui, sur Windows. Ouais. Ok, super. Donc voilà, donc en attendant justement que le jury délibère et vous donne le résultat final. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était vous parler justement un peu du site. J'attends les résultats de... Alors, attends, Guillaume, ton micro est ouvert. Donc voilà, donc juste avant de vous parler justement de vous annoncer les résultats, je vais juste vous parler un peu du site trouve ma thèse géniedesprocédés.com. Donc je ne sais pas si vous arrivez à bien voir à l'écran le lien du site. Avant cela, je voudrais juste remercier un peu tous les présentateurs qui ont pu justement faire présenter leurs travaux de thèse et également souligner le fait que beaucoup d'entre eux n'étaient pas francophones nativement. Donc, c'était assez impressionnant de voir à quel point vous maîtrisez notre langue.
Remercier également Guillaume qui est en ce moment en train de collecter toutes les données pour pouvoir vous sélectionner le prix enfin, pour pouvoir vous donner le résultat. C'était sa dernière année ici en tant que responsable du GT Jeunes Talents. Et faire aussi moi un peu de pub en vous disant participez au prix de thèse l'année prochaine, n'hésitez surtout pas à le faire. C'est, je pense, une belle expérience à vivre. Donc, pour revenir justement sur Trouver ma thèse, génie des procédés, c'est un site qui a été développé par Alain Bamberger. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ça va nous permettre… Sébastien, il n'y a pas de partage d'écran. Là, tu vois quelque chose? Voilà, là, c'est mieux. Super. Merci beaucoup. Et donc, ce site-là va nous permettre justement à nous, notre communauté, un peu de savoir quels sont les laboratoires en France justement qui font du génie des procédés. Donc, pour ça, vous pouvez aller sur laboratoire ici et vous allez retrouver tous les laboratoires en France qui font du génie des procédés. C'est un grand travail qu'a fait Alain Bamberger justement pour pouvoir faire ce recensement et pouvoir suivre les différentes thèses qu'il y a dans ces laboratoires. Par exemple, si vous allez sur celui de Toulouse, vous allez retrouver toutes les thèses, par exemple, qui ont été soutenues entre 2017 et 2019 dans ce laboratoire. Vous en avez environ 64. Vous allez aussi avoir d'autres informations, comme si vous revenez ici, par exemple, sur les entreprises qui vont employer justement des personnes en génie des procédés. Vous allez avoir des chiffres clés ici, un diaporama. Donc ça, c'est à la fois utile pour les doctorants, mais aussi pour les directeurs de thèse. Juste pour savoir un peu quelle est la cartographie du génie procédé en France. Il y a aussi quelque chose qui est assez important et qu'on parle peut-être pas assez, c'est le site thèse.fr. Sur ce site-là, si vous n'êtes pas inscrit sur ce site, si votre thèse n'apparaît pas, excusez-moi, sur ce site, ou si les thèses de votre doctorat n'apparaissent pas sur ce site, nous vous invitons très fortement justement à les inscrire. Pourquoi? Ça nous permet justement d'avoir cette cartographie et de savoir combien de thèses en France en génie des procédés ont été soutenues. On en a compté, si on fait une moyenne, vous en avez environ plus d'une centaine par an, ce qui est quand même pas négligeable pour notre communauté qui arrive chaque année en génie des procédés. Donc voilà, donc ça c'était un peu le site justement développé par Alain Bamberger. Vous allez retrouver les thèses par université, par école d'ingénieurs et aussi les différents docteurs en génie des procédés. Donc voilà, donc c'était juste pour faire ce petit rappel. C'est pas… C'est bon, Guillaume? Oui. Je te redonne la main. Hop. Vous voyez bien tous mon écran? Oui. Donc, on tient à remercier encore une fois l'ensemble des candidats qui ont pris de leur temps aujourd'hui pour présenter leurs travaux. Évidemment, ils sont tous invités à nous rejoindre lors du congrès de la SFGP à Toulouse début novembre. Et comme je vous le répète, il y a deux prix aujourd'hui. Un prix coup de cœur selon les votes du public et un deuxième prix, le prix de la SFGP de la thèse 2022, avec 2/3 le vote du jury et 1/3 le vote du public. On tient à spécifier que l'ensemble des candidats qui ont été présélectionnés, que vous avez entendu aujourd'hui, recevront une récompense. Et sans plus tarder, on va passer à la remise des résultats. Si j'arrive à faire passer le diapo. J'y arrive pas. Hop. Donc, félicitations aux lauréats. Donc, c'est Andrés du laboratoire de génie de réaction et des génies des procédés de Nancy qui est le lauréat du prix du coup de cœur du public 2022 de cette année. Donc, félicitations, Andrés. Merci. Tu peux avoir la parole si tu veux. Oui, non, merci tout le monde, tous les gens qui sont ici présents et qui ont voté pour moi. Et aussi spécialement à mes directeurs des thèses, donc, parce que c'est grâce à eux que je suis ici aussi. C'est un beau travail d'équipe.
et à ma famille, mes deux familles, en fait, comme je dis à chaque fois, ma famille française, ma famille colombienne et tous mes amis. Merci beaucoup, Andrés, et félicitations encore. Merci. On se reverra sûrement à Toulouse. On va passer au prix de la thèse SFGP 2022, qui est donc décerné à Amine du laboratoire LOCI pour ses travaux sur le développement d'un nouveau concept de refroidisseur. Donc, félicitations, Amine, et félicitations. Tu as la parole. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, je suis un peu, j'ai la parole, mais je suis un peu sans parole en même temps. Je suis très ému, vraiment. Je souhaite, la première chose qui me vient en tête, c'est de remercier tout le monde qui a fait cela possible, vraiment, au laboratoire aussi, et tous mes collègues qui m'ont toujours soutenu, mes encadrants de thèse, bien sûr, professeur Benoît Stutz et Norwen Pérez. Ils sont des encadrants tellement bons, je n'aurais pas réussi ce travail. Il y a aussi beaucoup d'efforts que j'ai mis là-dedans, donc ça fait vraiment plaisir d'être reconnu par des prix comme celui-ci. Et donc, c'est une motivation de plus pour continuer en avant, pour continuer ma recherche, faire un bon travail. Et important aussi la vulgarisation, faire connaître la recherche aussi pour que les gens sachent ce qui se fait et rendre les gens plus conscients en fait, de la problématique énergétique, environnementale actuelle à travers des chiffres. Donc, merci beaucoup. Merci à toi et merci encore à tous. Je ne sais pas qui veut dire le mot de la fin, Martine ou Sébastien. Moi, c'est juste, après, je laisserai Martine conclure pour ça. Merci encore à tout le monde d'avoir participé à ce prix de thèse. Je me répète un peu, participez, faites passer le message, incitez tous vos collègues justement à postuler, à candidater pour ce prix de thèse. Plus il y aura de personnes et plus que ça nous permettra d'avoir encore de grands moments comme ça entre nous tous. Je voudrais remercier Guillaume, c'est la dernière ligne droite justement pour toi, justement au niveau du congrès de Toulouse pour animer ce GT. Ça a été très sympathique d'être avec toi pendant ces deux dernières années. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Martine? Oui, merci Sébastien, merci Guillaume pour l'animation donc de cet événement et puis surtout merci à tous les candidats, vous avez tous été brillants. Alors je ne ferai pas comme dans l'école des fans, mais parce qu'on ne peut pas dire que vous avez tous gagné, mais c'est quand même très très difficile de trouver donc le meilleur parmi le meilleur parce qu'on en est là. Donc en tout cas, merci de vous être prêtés à cet exercice. On voit qu'il y a de belles choses qui se font dans nos laboratoires et voilà, je vous souhaite une bonne suite, un bel avenir et je suis sûre que vous avez tous les atouts en main. Et sûrement, j'espère bien, un rendez-vous à Toulouse donc pour le congrès qui va se dérouler là très très bientôt. Donc c'est le 7 novembre à Toulouse. Merci.